Vous écoutez Sans détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delaval, coach au sein de l'association Géninem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous et sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. Faites chaque jour quelque chose qui vous effraie. Voici une citation de Eleanor Roosevelt qui a changé la vie de notre invitée Alizée de Tonac. Alors qu'elle avait démarré une carrière dans un grand groupe de luxe après des études à HEC Lausanne suivies d'un master en management international en Italie, Alizée réalise qu'elle n'avait jamais peur et elle se dit qu'elle doit commencer à se faire peur et à réfléchir différemment. Avec 2 associés, elle démarre un tour du monde et crée la première compétition de start-up à travers le monde. Seedstars est née. On parle mission, incubateur, investissement, scale-up, mais également maternité. Alizée, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu qui tu es? Oui, donc Alizée, je suis cofondatrice de Seedstars, maman de 3 enfants et actuellement je vis à Genève. Et ton parcours pour arriver jusqu'ici? Mon parcours, quelque part, il commence très tôt parce que beaucoup ce qui fait moi, c'est le voyage. Et donc, j'ai grandi à Singapour toute mon enfance. Après, j'ai été aux États-Unis, en Californie, dans la Silicon Valley. Puis, on est rentré avec ma famille en France. Donc, je suis française de base, de nationalité. Et de là, j'ai fait mes études à HEC Lausanne. Donc, c'est ce qui m'a rapprochée de la Suisse et qui m'a permis de rencontrer mes cofondateurs de chez Seedstars. Suite à un bachelor à l'UNIL, maintenant je pense on dit plus HEC Lausanne, je suis partie à la Bocconi en Italie pour faire un master's en international management, qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'était 2 ans de plus d'études. Pourquoi ce master ? Quand j'avais terminé mon bachelor, j'étais vachement à l'époque à essayer de choisir un peu la voie royale à l'époque, c'était de faire du conseil. Ou travailler dans une grosse corporate. Et pour moi, quand j'avais rencontré des gens dans le conseil, on m'avait conseillé de faire un master, mais par contre, on m'avait poussé plus à faire un master en finance. Je me rappelle avoir vu le curriculum, donc les activités de ce master en finance, et trouvé ça tellement ennuyeux que j'étais pas prête à sacrifier 2 ans pour la finance. Et du coup, j'ai vu celui d'à côté qui était International Management. C'était pas très stratégique, la décision. Et quand tu termines ce master à Bocconi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, je pense toujours que c'est la grande corporate avec le joli statut qui me rendrait le plus heureuse. Et du coup, j'ai rejoint L'Oréal en Italie, dans la section luxe, et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, je suis tombée sur une citation de Eleanor Roosevelt qui disait « Faites une chose chaque jour qui vous fait peur ». Et ça m'a réellement traumatisée parce que je n'avais jamais peur. Genre j'étais vraiment, en anglais on dit complacent, complaisante, on pourrait dire, ouais. Et du coup, je sais pas, je me rappelle l'imprimer, le mettre dans mon bureau chez L'Oréal et me dire que maintenant il fallait que je commence à me faire peur, que je commence à réfléchir différemment, que peut-être que je devais changer mon cercle d'amis aussi pour me heurter à quelque chose de plus grand parce que je pouvais pas imaginer que j'allais faire que cette carrière et que cette carrière consisterait à jouer comme un jeu un peu politique et devoir s'acharner pour vendre des rouges à lèvres chers. Parce que, at the end of the day, c'est ce que je faisais. Je vendais des produits cosmétiques plus chers que la moyenne et je trouvais pas mon compte. Et c'est quoi la première des choses que tu as faites pour te faire peur ? Je sais plus ce que c'était la première chose, mais c'était des choses toutes bêtes. Par exemple, j'avais peur de conduire et donc je m'étais forcée à conduire tous les jours. J'avais peur de faire un saut en parachute. J'avais peur d'aborder certaines personnes, de dire ce que je pensais vraiment. Donc ce genre de choses, et très vite, c'était des rencontres avec des nouvelles personnes, dont un des cofondateurs de Seedstars, Pierre Alain, qui me parlait d'une façon, et j'avais l'impression que ces gens-là n'existaient pas, qui disaient, moi, avant 30 ans, je vais faire ABC. Et je répondais, oui, on aimerait tous faire un tour du monde, on aimerait tous faire ci et ça, mais on le fait pas, parce que finalement, on peut pas se le permettre, ou on doit penser à notre carrière. Et ça m'avait fascinée de me dire qu'en fait, il y avait un monde entier qui existait à côté de ce petit milieu
que je m'étais créé chez L'Oréal et dans mon contexte en Italie. Et tu décides de le quitter. Et je décide de le quitter du jour au lendemain parce que mon associé dit, voilà, je vais partir en tour du monde, créer cette compétition de start-up qui va être la première activité qu'on va lancer pour pouvoir non seulement soutenir les entrepreneurs dans ces marchés-là, mais potentiellement investir dans ces start-up. Et immédiatement, avec vraiment le ventre retourné, j'ai dit oui. Non, j'ai pas dit oui, j'ai dit est-ce que je peux me joindre? Et ça, c'est le début de Seedstar. Et ça, c'est le début de Seedstar, exactement. Alors, pour celles et ceux qui connaîtraient pas bien Seedstar, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, c'est quoi Seedstar? Seedstar, ça a été fondé en 2012 par Pierre-Alain et Mickaël, qui à l'époque voulaient lancer un incubateur en Suisse. Et très vite, ça s'est transformé avec moi qui ai rejoint et un peu les découvertes qu'on a fait sur le marché à une organisation qui soutient l'entrepreneuriat dans les pays émergents comme une force pour pouvoir élever la vie des gens dans ces marchés-là. Donc concrètement, ça veut dire que d'un côté, on a des activités de soutien de la communauté, et donc c'est de définir déjà qu'est-ce qui manque dans cette communauté en Bolivie, en Côte d'Ivoire, aux Philippines. Est-ce que c'est des espaces coworking, des programmes d'entrepreneuriat, du financement spécifique pour développer une industrie ou une activité, et donc avec des mandats, des banques de développement, de fondations et autres, on opère ces différents programmes, ces différents espaces dans ces marchés-là. Et de l'autre côté, on fait de l'investissement. Donc maintenant, on a investi dans plus d'une centaine de boîtes dans plus de 40 pays. Et ça, c'était dès le début, l'activité de Seedstar, ou il y a quelque chose qui a fondamentalement changé par rapport à ses débuts? Ce qui a fondamentalement changé, c'est que Pierre-Alain et moi, nous sommes partis en tour du monde en 2013, donc vraiment au début de Seedstars, pour lancer la première compétition de start-up mondiale. Et ça allait être le véhicule pour nous, pour créer une communauté d'entrepreneurs et de toutes ces personnes-là qui soutenaient l'écosystème d'entrepreneuriat. Et je pense que ça a été là le vrai choc. En fait, déjà, c'était extrêmement gratifiant de pouvoir soutenir et voir que la petite expérience, connaissance, le réseau qu'on avait pouvait vraiment avoir un impact immédiat sur place. Je me rappelle quand on était, par exemple, à Azerbaïdjan, donc c'était le deuxième pays, sur la liste de 20 pays, bien évidemment, donc on rentrait comme une compétition mondiale et le prix final serait qu'on investirait dans la boîte gagnante. Donc il y avait un prix très clair. Mais finalement, et ce qu'on avait organisé, c'est que la veille de la journée du pitch, les entrepreneurs, s'ils voulaient, ils pouvaient venir et avoir 1 heure de session de mentoring avec Pierre-Alain à l'époque, qui lui avait déjà lancé plusieurs boîtes et avait plus d'expérience que moi qui sortais de chez L'Oréal. Il avait commencé à 8 heures du matin, il avait terminé à 3 heures du matin. Mais parce que tout le monde voulait tellement, c'était tellement inaccessible de pouvoir être exposé à un réseau de mentors internationaux, d'avoir une idée, une expérience différente. Et donc, c'est là où on a compris qu'il y avait vraiment un gap, qu'on aimait faire ça et qu'on voulait investir plus de temps. Et chaque année, on a investi dans la boîte gagnante. Mais c'est vraiment en 2019 qu'on a réellement accéléré l'investissement à travers différents véhicules d'investissement. Donc, sous forme de venture capitalism, c'est vraiment du early stage. Et quand vous avez commencé, comment vous êtes financé ce voyage? Comment vous avez financé avec du sponsoring. D'ailleurs, je me rappelle que on avait décidé qu'on allait, avec la première partie de sponsoring, payer tous les vols. Comme ça, there was no way back. Okay. Il fallait le faire jusqu'au bout. Et on était assez bullish parce qu'on avait même dit qu'on allait investir jusqu'à un $500 000 dans la boîte gagnante et on n'avait pas encore levé ces fonds-là. Mais au fur et à mesure qu'on prouvait le modèle, qu'on apportait une certaine crédibilité, on a pu financer tout le programme et l'investissement. Ce tour du monde, il a duré combien de temps? Presque 1 an. 10-11 mois. C'était quoi la start-up qui a gagné cette année-là? C'était une boîte nigériane, une boîte de paiement au Nigeria, oui. Elle existe toujours? Pay. Non, elle a pivoté plusieurs fois sur un produit un peu différent. Mais Simple Pay en tant que boîte qui processe les paiements, plus. Et quel est le modèle maintenant, le modèle d'affaires de Seedstar? On a vraiment 2 modèles d'affaires. D'un côté, c'est l'implémentation et des programmes et quelque part un peu du advising et consulting pour ces ministères locaux, pour les banques de développement, pour les fondations qui ont des missions
pour soutenir l'entrepreneuriat, l'éducation dans ces marchés-là, sous des thématiques très claires. Donc, il faut imaginer que, en ce moment, en Asie du Sud, on a un programme autour de la Care Economy. Et là, c'est un programme d'accélération. On va dénicher des entrepreneurs qui soutiennent les populations vieillissantes, qui vont soutenir les mamans, qui vont soutenir les infirmières. Donc, tout le monde qui rentre dans le Care Economy. Comme on a un programme qui va donner des coding skills au Mexique, ou encore on a un programme en Afrique subsaharienne qui va soutenir les femmes entrepreneurs. Donc, c'est un programme dédié pour elles. Donc, c'est une multitude de programmes qu'on opère partout dans le monde et on a des équipes partout dans le monde. Et on va aussi conseiller ces différents départements, institutions ou ministères. Et de l'autre côté, c'est vraiment un modèle d'affaires de fonds d'investissement. Donc, comme alors là, j'ai plus de mots en français, mais un fonds de capital venture, on dit. Il y a un management fee et un carry qui est associé à la réussite et la performance du fonds. Aujourd'hui, Seedstar, il y a combien de personnes qui collaborent pour Seedstar? On est environ 80 personnes. Tout le monde est à Genève? Non, on est 3 à Genève et tout le monde est soit dans les marchés où ils agissent, soit c'est des talents en remote qui habitent au Portugal, par exemple. Comment on gère comme ça une entreprise qui est remote? Quelque part, la chance qu'on a, c'est qu'on a été remote from day one. Donc, ça fait quand même, là, on célèbre les 10 ans de Seedstars. Donc, ça fait 10 ans qu'on travaille en remote et qu'on sait qu'il y a des limites. C'est pour ça qu'on se réunit, si possible, une fois par an, toutes les équipes, qu'on réunit une fois par an toutes les équipes. Mais surtout, je pense que c'était dans la 2e, 3e année de Seedstars, on a vachement investi de temps à définir quelle était la culture de Seedstars, quelles seraient les valeurs de Seedstars. Quelque chose qui jusqu'à présent était un peu un gut feeling. On devait pouvoir le verbaliser parce que ça aurait été la seule façon de manager autant de personnes dans autant de localités. It's management at scale. Pour moi, c'est culture. Donc, on a vraiment investi beaucoup de temps sur ça. Et c'est quoi votre culture alors? Et vos valeurs? On a 8 valeurs chez Seedstars, donc, dont Hack the System or In Experiments We Trust. On en a comme Follow the Money, qui est vachement agressive, surtout pour une boîte qui est purpose-driven, donc qui est plus dans l'impact. Mais parce que pour nous, par exemple, on ne voulait pas être associé à une boîte à but non lucratif qui parfois attirait des talents qui n'avaient pas une envie ou une connaissance de comment fonctionnait une boîte, de comment grandit une boîte, et l'argent fait partie du mécanisme. Donc pour nous, quand on a écrit les valeurs, on était tombé sur une étude de cas, je pense que ça avait été écrit par Harvard, qui disait, il va falloir me le transcrire en français, mais you need to set values where enough people hate it. Et pourquoi il faut que suffisamment de personnes ne soient pas en accord avec nos valeurs? C'est parce qu'elles doivent être suffisamment distinctive, uniques, pour qu'on attire les bonnes personnes. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Et notre modèle d'opérer n'est pas pour tout le monde. Et je ne veux pas essayer de perdre du temps à essayer de comprendre. C'est comme un partenariat, comme un mariage. Donc, on avait choisi expressément d'avoir un peu des valeurs choc pour pouvoir clairement préciser quels étaient les principes sur lesquels on allait fonder Seedstars et faire grandir Seedstars. Waouh. Et la culture maintenant, tu peux en parler un petit peu. Sur quoi tu te bases pour justement fédérer tous ces gens et puis pouvoir implémenter cette culture dans différents pays, différentes cultures et autres? C'est difficile. Je pense que ce qui nous a le mieux réussi, c'est quelque part les fondateurs, on est les mêmes. Et c'est énorme. On le voit dans les boîtes dans lesquelles on investit. Quelque part aussi, cette longévité, ça a permis une continuité. On a créé un espace et je ne connais pas exactement tous les éléments qui ont fait qu'on a réussi ça, mais on a un espace où les gens se sentent en sécurité.
Le moment où les gens, avec leurs différences, se sentent en sécurité, on peut avoir un vrai débat. Et on peut sincèrement être transparent. Parce que quelque part, on a l'impression que, de par notre confiance et de par le respect de nos différences, on peut remettre en cause mais même souvent on nous remet en cause les valeurs. Mais il faut venir avec des arguments, il faut venir avec des données, il faut venir avec l'expérience. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on a réussi à sauvegarder la culture parce qu'on a créé un espace sécurisant où les valeurs qui sont assez universelles n'ont pas été au détriment de ces talents-là. Au contraire. Mais c'est là où la sélection est très importante. Et aujourd'hui, quel est ton rôle dans Seedstars ? Donc, dans Seedstars, longtemps, j'ai été sur la partie programme, donc toute la partie conseil, advising. Et là, je pense que je vais diviser plus mon temps entre la partie investissement et la partie programme. Mais historiquement, j'étais très forte côté opérationnel. Donc, c'était vraiment moi qui drivais des équipes de vente, donc côté business development. Et quand je suis devenue maman, la grande question s'est posée parce que pour moi, je n'arrivais pas à valider ma performance autre que le nombre d'heures que j'avais mis au projet. Et c'était vachement limitant parce que néanmoins, ça fait 6 ans, j'ai l'impression que je suis enceinte ou avec un nouveau-né. J'ai pas des grossesses faciles. Un congé maternité, c'est difficile. Donc, on est vraiment ralenti, qu'on le veuille ou pas. Et si je continuais à baser ma performance sur le nombre d'heures mises, j'allais perdre systématiquement au jeu. Donc, c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de prendre d'autres mandats externes à Seedstars avec vraiment l'intention de me développer autrement que dans l'opérationnel. Jusqu'à présent, chez Seedstars, la stratégie, elle émanait beaucoup de mes associés. Et c'était quelque chose où moi, je devais apporter mon point de vue au niveau stratégique et que je puisse vraiment, comme on dit en anglais, move the needle, autrement que de driver des équipes de façon plus opérationnelle. Et alors maintenant, ton expérience par rapport à la différence entre la quantité et la qualité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Très difficile. Très difficile parce que je pense qu'il faut qu'on soit honnête sur le fait qu'il y a des métiers, il y a des postes de management où on demande encore de la quantité. Et il faut l'accepter, l'admettre. Quand vous dites quantité-qualité, c'est la quantité d'heures ou versus la qualité de l'output que je peux ressortir. Alors, on part du principe que la qualité est toujours excellente, mais qu'on peut avoir différents résultats qui apportent à la réussite de la boîte et qui ne sont pas forcément en fonction du input. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de métiers et au sein d'une société, selon comment on est structuré de façon hiérarchique, il y a un besoin d'input. On ne peut pas le remplacer. Mais il faut vraiment... comment dire ? Oui, après, c'est propre à chaque talent de définir quel est leur objectif de croissance et là où il veut être parce que j'ai des talents qui ont voulu aussi ne plus avoir un peu ce metric de input, qui en réalité n'est jamais un metric de input, mais de output, mais on sait que c'est lié au nombre d'heures, souvent selon les métiers. Mais ils n'arrivent pas à faire le pas au niveau stratégique, ils n'arrivent pas à faire la différence en termes de vente. Donc, il y a un moment de transition, que ça soit l'expérience, que ça soit à travailler leur réseau, que ça soit leur capacité de leadership et de transformer leur modèle de leadership qui est extrêmement difficile à vivre. Et moi, je peux pas dire que j'ai fait ce shift en 6 mois, en 1 an, ça m'a pris 4-5 ans. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et j'ai de la chance, je suis une des fondatrices de la boîte. J'ai pu aussi un peu dicter les règles pour que ça puisse marcher pour moi, mais j'ai des talents qui me disent, qui reportent pas à moi et donc qui sont pas très proches de l'équipe fondatrice et qui ne pensent pas qu'ils ont cette opportunité-là au sein de Seedstars. Donc, on doit continuer la communication.
Et c'était difficile de faire admettre qu'il y avait un peu ce changement, ce shift par rapport à la quantité que tu pouvais fournir, par rapport à tes collaborateurs, par rapport à ton associé. Est-ce qu'il y a eu peut-être une sorte d'incompréhension peut-être? Alors la chance que c'est que j'ai appris d'un de mes associés qui lui aussi a toujours cru en ça. Donc j'ai pris cet exemple-là pour pouvoir faire cette transformation-là. Mais ce qui a été le plus difficile, ça a été avec moi-même. Je me suis énormément jugée. Déjà, j'y croyais pas. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et quelque part, c'était, comme on le disait avant, il y a un moment donné, physiquement, j'en étais plus capable. Donc, il y a deux options. Soit on arrête, soit on reformule ce qui est la réussite pour moi et ce que je suis capable d'apporter pour Seedstars dans les années à venir. Mais ça a été très difficile parce que comme j'étais la seule femme, j'ai aussi été la seule mère et leur expérience de père était très différente de mon expérience de mère. Donc j'ai eu aussi le sentiment que je traversais ça un peu toute seule parce que ils arrivaient pas à ils comprenaient pas mon point de vue parce que chez Seedstars, effectivement, on fait ce qu'on veut tant qu'on est aligné à la mission et à la ligne stratégique qu'on s'est fixée, ce qui est une liberté incroyable. Donc, beaucoup a été une transformation personnelle pour moi. Et je ne sais pas pour vous, mais le temps de comprendre aussi quel type de parent j'avais envie d'être, ce que cela signifiait en termes de temps. Il y en a qui sont très vite heurtés à des réalités différentes parce qu'ils n'ont pas le choix par rapport à leur enfant. Donc, tout ça, et pour moi, je le dis, j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants parce qu'on apprend, j'ai eu 3 expériences et là, je commence à me connaître. Je suis très différente que quand j'étais mère d'une enfant. Tu nous décris cette situation de devenir mère alors que tu es entrepreneuse, avec le poids de l'enfant, le poids de la famille qui reste encore très sur la mère. Tu dirais que c'est ça? Ça reste encore trop sur la mère? Alors, je pense qu'on peut parler au niveau culturel, socio-économique, au niveau de la Suisse. Et je pense qu'il y a des statistiques qui montrent que c'est encore assez conservateur dans le sens qu'il y a une définition de rôle qu'on peut dire traditionnelle. Dans mon cas, c'était pas ça. Alors, certainement parce que je suis des années... je viens d'une famille plutôt traditionnelle, donc ça a certainement eu un impact, mais je suis dans un partenariat avec mon conjoint où on est vraiment équitable dans notre rôle de parent, mais parce que les deux, on a consciemment voulu et intentionnellement voulu ça. Peut-être on aurait été à l'aise avec un autre format si mon conjoint décidait que c'était pas ce qu'il aimait faire. Moi, j'ai vécu la contrainte tout de suite d'être mère, plus par le phénomène biologique qui est que j'étais moins enceinte. Et comme j'ai eu une grossesse où j'ai été assez malade, très vite, on voit qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas être présente de la même façon. Et j'ai quand même... Alors, à chaque enfant, j'ai pris plus de jours de congé maternité, mais aussi parce que j'ai compris, plus je laissais lâcher prise pour avoir un sentiment de sécurité avec mon nouveau-né, plus j'étais capable de revenir efficacement dans le boulot parce que au bout du 3e enfant, j'ai compris en tant que personne qu'il fallait que j'ai mes projets. C'est ça qui fait moi. Mais tout ça, c'est 6 ans de transformation, de remise en doute, de qui suis-je comme personne. J'ai été fondamentalement changée au niveau cellulaire de ma personne. Et je pense que ce qui a été difficile dans mon cas, mais il semblerait que beaucoup d'amis et d'amis hommes-femmes ont vécu, c'est que j'avais une jalousie par rapport à mon conjoint qui, quelque part, son identité, elle s'était juste augmentée. Il avait un rôle en plus qui était père. Moi, elle a été déconstruite complètement et j'ai dû reconstruire. Et donc, ce passage-là était très difficile à vivre et certainement, ça n'a pas aidé de part du contexte où j'ai dû me battre un peu plus pour convaincre, j'ai dû me battre avec mes propres biais. Mais maintenant que je l'ai
survécu à un certain degré, qui est quand même raisonnable par rapport à ma propre vie, ça fait vraiment partie de mes atouts aujourd'hui en tant que leader chez Seedstars. Mais déconstruire, c'est... On ne sait plus qui on est. Je sais... Professionnellement, tout niveau. Tout. Ok. Tout. On ne comprend pas. Et il y a beaucoup qui est lié à la chimie, aux hormones, à l'expérience telle, au baby blues qui est vrai, la pression de devoir revenir au travail, la pression de ne pas pouvoir... Je me rappelle les journalistes quand j'étais enceinte de mon premier enfant qui me disaient alors s'il te plaît Alizée, sois l'exemple qu'on peut tout avoir. Et je me rappelle, parce que c'était pas une fois, c'était une fois, 2 fois, 3 fois qu'on me mettait la pression, tu dois montrer l'exemple qu'une femme est capable de travailler et être enceinte et revenir au travail. Alors que c'était dur, c'était vraiment dur. Et je m'en suis voulu parce que j'ai fait ces interviews et on me voyait en photo avec le gros ventre. Et quand je vois ces femmes-là, elles me mettent une anxiété énorme en fait parce que je suis pas capable. Donc il y a ce sentiment de mettre encore plus la pression sur la génération. Donc c'est difficile parce que aujourd'hui je pousse aux hommes comme aux femmes de mon entourage de se mettre à fond dans un projet parce que j'y crois que ça construit une identité. Mais je sais à quel point c'est difficile et qu'il n'y a pas... There's no shortcut. Je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas vécu moi-même. C'est un long processus. Ouais, on sent que c'est encore assez fort émotionnellement d'ailleurs. Ouais. Moi, j'aimerais revenir justement, que ça soit dans l'investissement ou dans ton travail, dans tes boards, où d'un côté, il y a le côté impact et social, qui est plutôt drivé par de la mission et du long terme, versus de l'investissement, où là, on est plutôt sur du retour sur investissement et du court terme. Comment ça match ça ensemble? Alors, comme nous, on est du côté venture capital, c'est pas si court terme que ça. Il faut quand même, ça prend 10 ans l'exit et parce qu'on vient aussi vraiment au début du projet. On a essayé, on veut rester pragmatique sur la notion d'impact parce que sur 10 ans, on a vu une évolution de ce que ça voulait dire et un packaging très différent en Europe, aux États-Unis. L'impact quand on construit une boîte en Bolivie ou en Nigeria, c'est très concret. C'est créer des jobs et pas n'importe quel job, si possible, un métier qui amène de la dignité à la personne. Donc, ça, c'est ce qui est le plus fort pour nous. Après, on va plus loin. On va essayer d'analyser, dans le cas où on va investir dans une boîte dans la santé, quel a été l'impact sur les bénéficiaires de cette société. Quels ont été tous les impacts indirects aussi par rapport à cette société qui va amener X jobs, qui vont, créer quelque part un pouvoir d'achat et ainsi de suite. Mais fondamentalement, ce qui nous fait vibrer, pas que nous les fondateurs, mais les gens chez Seedstars, c'est qu'on arrive à aider des entrepreneurs à créer des sociétés qui sont à forte mission, mais qui surtout, eux, comme nous, on l'a fait, vont créer des jobs qui amènent une dignité à la personne. C'est pas forcément contradictoire d'investir et de faire des programmes de soutien. Mais parce que ça, pour les LPs, pour les gens qui vous donnent de l'argent que vous allez investir après, ils sont d'accord avec ça, ils s'en fichent tant qu'ils ont un retour. C'est quoi le... Non, dans le cas de notre fonds VC, c'est clairement... Oui, on pourrait dire quelque part, c'est profit first, dans le sens où c'est un mécanisme, c'est un véhicule d'investissement pour objectif de faire un retour sur investissement et on doit s'aligner avec la performance du marché et on faire des investissements en conséquence. Donc, je suis d'accord par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a toute la partie programme où on peut prendre plus le temps de soutenir quelque part la prochaine génération d'entrepreneurs pour qu'ils soient capables à être investment ready pour nos fonds, par exemple. Alizée, chez Genilem, nous rencontrons beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs à impact. C'est un peu... Social, ouais, c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de définitions. Qui sont pas toujours, qui intègrent pas forcément les notions du business derrière. Et nous, on leur dit, mais tu dois d'abord faire un business et ensuite, tu auras de l'impact. Et c'est pas l'inverse, quelque part. Comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est très difficile. Parce que nous, quelque part, on est un business.
qui veut faire de l'impact, mais bien évidemment, on s'est retrouvé dans des situations de trade-off. Ou même quand on voit des boîtes qu'on conseille, effectivement, nous-mêmes, on a tenté de lancer nos propres boîtes en Côte d'Ivoire autour de l'éducation. Et très vite sur le marché, on a réalisé que si on ne faisait pas un produit pour la classe moyenne, on n'arrivera jamais à déployer ce produit-là pour la the lower income class. Parce qu'ils n'ont pas de purchasing power. Donc, soit on devient une boîte à but non lucratif, associatif, et le mécanisme de levée de fonds, d'acquérir des fonds est dit très différent. Mais si on veut faire un business social, il faut que quelqu'un soit prêt à payer pour ce produit et ce service. Et c'est là où c'est très difficile. Et on a agi différemment au sein de la boîte. Parfois, c'était, il faut premièrement que ça soit un produit qui soit démocratisé par la classe moyenne pour que ça soit suffisamment accessible pour les autres. Ou parfois, c'était non, ça va trop loin. C'est contre notre ligne de conduite, nos valeurs, et on va pas accepter ça. Donc, c'est facile quand on décide de pas accepter des mandats de certaines sociétés parce que c'est à l'encontre du bien social et environnemental. Mais, entre guillemets, ça, c'est les moments faciles de faire cette tension profit versus purpose. C'est plus difficile quand on voit que pour les 2, 3, 4 prochaines années, on va s'éloigner du client typique qu'on aurait voulu adresser immédiatement. Donc, il y a des méthodes, on le voit sur le marché, où pour chaque panier acheté, il y aura une réattribution pour cette clientèle-là, ou pour cette communauté-là, ou pour cette personne dans le value chain de cette boîte-là. Mais c'est très compliqué. Et nombreuses fois où je me suis retrouvée, quand on lançait des projets chez Seedstars, à dire, bon, conclusion, on fait de l'argent et après, on fait ce qu'on veut vraiment. Mais on essaye vraiment chez Seedstars d'éviter ce modèle de réflexion parce qu'on se retrouve sur le modèle traditionnel qui a ses limites parce que on continue à répondre trop aux besoins du shareholder et moins du stakeholder. Donc, à nous aussi de réinventer le discours et le business, donc. Pas de recette miracle, quoi. Faut réinventer le business. Et la société. Merci Alizée. Merci beaucoup. Merci Alizée. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Alizée qui nous a raconté les débuts de Seedstars et le succès mondial qui est devenu la première compétition globale de startups. Aujourd'hui, Seedstars est une entreprise qui compte plus de 80 personnes partout dans le monde et qui, comme les entreprises qu'elle soutient notamment à travers son fonds d'investissement, doit faire face aux défis de la croissance. Avoir une mission et des valeurs claires, bien recruter et délivrer sur le terrain. L'enjeu prioritaire pour Alizée a été dans les premières années de s'impliquer corps et âme afin de permettre ce passage à l'échelle en gérant le day-to-day et l'opérationnel, puis, avec l'arrivée de ses enfants, de redéfinir son rôle dans l'organisation et en changeant sa manière d'évaluer sa performance en se concentrant plus sur les résultats qu'elle obtenait que sur les heures qu'elle passait à les obtenir. Et on comprend en écoutant Alizée que ça n'a pas été facile pour celle que beaucoup envisagent comme une super working woman qui ne doute jamais et qui réussit tout ce qu'elle entreprend. J'ai personnellement été très touché et je lui suis très reconnaissant pour sa sincérité et comment elle a vécu cette transition, ce rite initiatique, j'ai envie de dire, qu'est la maternité et tous les enjeux qui l'accompagnent tant au niveau intime que professionnel. Mais revenons-en à Alizée et à Seedstars parce que j'ai également beaucoup aimé l'écouter nous parler de la tension qui existe entre le profit et la mission pour les entreprises. Et j'aime beaucoup la manière que Seedstars a de gérer et d'arbitrer cette tension. Et c'est également un élément auquel, en tant que coach chez Genilem, on est souvent confronté, des porteuses et des porteurs de projets qui, sous prétexte de vouloir avoir un impact, en oublient de vouloir faire du profit, comme si c'était quelque chose de mal. Mais en fait, non. Générer du profit, c'est le moyen, et même le seul moyen, d'avoir de l'impact dans la durée. Car si l'entreprise n'est pas viable économiquement, si elle ne génère pas de profit, alors l'aventure s'arrête et l'impact souhaité également. Moi, je retiens enfin le partage d'Alizée sur la culture d'entreprise et l'importance d'énoncer des valeurs qui vont guider les actions. J'ai été voir celle de Seedstars sur Internet, et il y en a une que j'ai adorée et qu'on retrouve chez toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs qui réalisent de belles choses. Je veux parler du fameux Get Shit Done. Ça m'a rappelé la première fois que j'avais été exposé à cette phrase. C'était lors de mes premiers coachings auprès de l'entreprise OneDoc qui avait affiché cette valeur dans leurs locaux à l'époque où Alexandre et Arthur étaient encore que 2. Ils sont aujourd'hui plus de 50. Est-ce qu'il faut y voir en point commun? Je sais pas.
Voilà, avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas, étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager avec d'autres de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site genilem.ch.